Dans l'actualité du 13h15, les jeunes de l'Est, du Centre-Est et du Centre-Sud parlent avec le ministre en charge de la jeunesse en tournée dans cette partie du Burkina. Il estime qu'il est indispensable que l'État burkinabé concentre plus d'efforts pour la création d'emplois durables et décents. Et puis aux États-Unis, au lieu d'utiliser des cagoules et des armes, les bandits ont utilisé les ordinateurs et Internet et ils auraient piraté les systèmes informatiques de plusieurs banques en Inde et aux États-Unis, montant de leur butin plus de 45 millions de dollars. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Mais tout d'abord, le ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation lance son programme d'appui aux collectivités territoriales pour la région des Cascades. Un programme prévu pour durer 5 ans et doit à terme doper la participation citoyenne à la gestion de la chose publique. Ahadi Sandamba. À peine un an après son lancement au plan national à Manga, le PACT, le programme d'appui aux collectivités territoriales, déballe ses ambitions aux populations de la région des Cascades. C'est à travers sa sous-composante 3.1 que le programme entend renforcer la surveillance communautaire sur les performances des 33 communes que compte la région. Pour y arriver, le programme a porté son choix sur le CESAO-PRB, le Centre d'études économiques et sociales d'Afrique de l'Ouest, pôle régional Burkina, comme maître d'œuvre. Il s'agit donc de renforcer les capacités de la société civile à être partie prenante parce que le processus de la décentralisation le prévoit. Il place la société civile qui est l'interface entre les élus et la communauté pour que le citoyen qui contribue et sache qu'est-ce qu'on fait de sa ressource, tout comme il sache qu'il a le devoir aussi de contribuer au développement de cette collectivité. Et au ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, l'on appelle à la participation citoyenne ainsi qu'à la cohésion sociale. Nous demandons aux organisateurs et à ceux qui vont mettre en œuvre cette composante de faire en sorte que le message puisse être unique et surtout de cohésion sociale. Parce que rien ne peut être entrepris s'il n'y a pas de cohésion sociale, s'il n'y a pas de paix sociale. À travers prestations techniques et financières, tout en se focalisant sur la communication et la sensibilisation, ce programme est prévu pour s'exécuter pendant 5 ans. Et pour cette première phase, ce sont 6 régions pilotes qui ont été retenues, à savoir les Cascades, le Centre-Est, le Centre-Sud, le Centre-Nord, le Plateau central et le Sahel. Des Cascades, direction l'Est et le Centre-Est du Burkina où les jeunes de ces régions parlent avec le ministre en charge de la jeunesse. Ils estiment qu'il est indispensable que l'État burkinabé concentre plus d'efforts pour la création d'emplois durables et décents. Et le ministre qui est en tournée dans cette partie du Burkina est allé à la rencontre des associations et mouvements de jeunesse. Jacques Lamissa Tarpaga. Chômage, sous-emploi, insuffisance des financements destinés à la jeunesse, insuffisance des appuis aux associations de jeunesse, retard dans le paiement des allocations destinées aux jeunes dans le cadre du programme spécial de création d'emplois et du programme national de volontariat. Voici autant de préoccupations évoquées par la jeunesse. Il y a le problème du chômage de l'emploi, qui est un problème récurrent qui avance du jour au jour. Il y a le problème de l'insertion socio-économique des jeunes. Et comme vous le savez, la région du Centre est particulièrement Tinkourou est réputée pour son exode. Les jeunes partent beaucoup à l'aventure. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'emploi et puis autre chose qui manque. À toutes ces préoccupations, le ministre Baska Emile Diala a donné des réponses et a assuré la jeunesse. Ces préoccupations sont au cœur de l'action gouvernementale. Nous avons posé nos préoccupations, nous avons fait des doléances. Il y a eu aussi des éléments de réponse par rapport à un certain nombre de questions. Il y a eu des promesses. Alors donc, mais je crois que ce qui est important pour nous ici, on a toujours dit, c'est bien de nous écouter, mais c'est mieux effectivement de poser des actes concrets pour résoudre nos principales difficultés. Il s'agira aussi pour nous de faire en sorte que le ministère puisse effectivement nous appuyer du point de vue institutionnel, pour qu'on puisse effectivement avoir une certaine crédibilité, une légitimité auprès des partenaires financiers et techniques. Voilà, c'est ce que nous entendons du ministère de la Jeunesse. Au cours de cette tournée, le ministre a également échangé avec le personnel des structures déconcentrées de son département afin de s'imprégner des conditions de vie et de travail. Vétusté des locaux, manque de moyens matériels et financiers, ce sont entre autres les difficultés qui entravent l'atteinte des objectifs visés. Le ministre, tout au long de son périple, a rassuré le personnel que des mesures idoines seront prises afin de permettre un bon fonctionnement des services déconcentrés du ministère.
Pour réussir l'alphabétisation dans nos pays d'Afrique, il faut travailler à une valorisation des langues nationales. C'est la conviction de l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique et le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation du Burkina Faso. En organisant la conférence ministérielle du pôle qualité interpays sur l'alphabétisation et les langues nationales à Ouagadougou, il est question de capitaliser les approches alternatives en matière d'éducation non formelle et de langue nationale. Les experts sont venus du Burkina, du Cameroun, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Tchad et du Togo pour mettre en commun leurs expériences. Ramatou Zida, Jacques Lamissa Tarpaga. C'est un sentiment de mission bien accompli au sortir de cette conférence régionale du pôle de qualité interpays sur l'alphabétisation et les langues nationales. Au cours de ces 2 jours de réflexion, les experts de l'éducation non formelle ont travaillé à donner plus de visibilité au pôle de qualité à travers des actions concrètes, mais également à partager les expériences sur les pratiques novatrices. Une rencontre qui a permis d'aboutir à des conclusions et à des recommandations fort pertinentes. Je pense que ce sont des conclusions, des recommandations qui sont en grande cohérence avec celles que nous avons tirées au niveau de la triennale de l'année passée ici. Et je pense que ce sont des recommandations qui vont nous servir aussi de boussole pour pouvoir voir dans quelle mesure, au niveau du non formel, nous pourrions prendre en compte un socle commun de développement des compétences, notamment pour les populations qui ont accès à l'éducation à travers des programmes d'alphabétisation. On compte dans le monde près de 750 millions d'analphabètes, dont 150 millions en Afrique subsaharienne. Le pôle d'éducation de qualité permettra de réduire le nombre de ces personnes qui ne savent ni lire ni écrire. C'est l'éducation qui est la base de tout, la base de l'éducation, la base même de la paix. Et c'est la raison pour laquelle, depuis un certain temps, tous les pays aujourd'hui africains se mobilisent pour mettre en commun leurs efforts afin d'aller plus vite. Parce que l'objectif de 2015 est déjà là, nous visons 60% de la population. Si on ne se met pas ensemble, eh bien, nous risquons de ne pas y arriver. Le leadership politique du pôle de qualité sur l'alphabétisation et l'éducation non formelle est assuré par le Burkina Faso. C'est pourquoi le président du Faso a présenté les résultats des actions des 3 dernières années au sommet de l'Union africaine le 28 janvier dernier à Addis Abeba. Des résultats approuvés et adoptés par les autres chefs d'État africains. La prise en charge des malades mentaux dans la région du Nord taraude les films Selmon et l'association Sauvons le Reste. Les 2 structures envisagent une soirée de collecte de fonds ce 11 mai à Ouagadougou pour aider à cette prise en charge. Face à la presse hier, les organisateurs ont expliqué les raisons de leur action. Le point avec Sylvestre Sieda. La société Les Films Selmon de Apolline Traoré, aux côtés de l'association Solé, Sauver les restes en ordre de bataille pour une prise en charge des malades mentaux dans la région du Nord. Une population vulnérable estimée à plus de 10 000 cas. Après une visite sur le terrain le 25 mai dernier, Les Films Selmon organisent une soirée caritative le samedi 11 mai à Ouagadougou. Les fonds qui y seront collectés vont être reversés à l'association Solé afin qu'elle puisse mener efficacement le combat commun. Le combat, c'est de non seulement montrer à la population qu'ils sont des êtres humains, qu'ils ont aussi une dignité, qu'ils ont aussi des droits, même s'ils sont malades, et qu'on puisse les aider. Et notre combat par rapport à cette soirée et par rapport à l'aide aussi de cette association, qu'il y ait des centres pour accueillir ces malades-là, pour qu'on puisse les soigner et qu'on ne les laisse pas en train de manger dans les poubelles et puis après mourir seuls dans la rue. Solé et Les Films Selmon bénéficient dans leur initiative de l'accompagnement de la CAMEG ainsi que de celui de la 2e vice-présidente de l'Assemblée nationale Fatoumata Diendéré. De nombreuses bonnes volontés ont commencé également à se manifester à travers des dons en nature et en espèces. Un soulagement du côté de Solé. L'association menait seule jusqu'à présent son action de prise en charge des malades mentaux. Ces personnes ont besoin chaque jour un repas au minimum. Ils ont besoin, s'ils sont malades, qu'il faut honorer les ordonnances pour leur prise en charge au niveau des formations sanitaires. Alors, en cas de crise grave, qu'il faut les référer en service psychiatrique. Là aussi, il faut payer pour qu'on les prenne en charge. Et en plus, c'est au niveau de la réinsertion. Donc, à long terme, en tout cas, c'est le centre de réinsertion
que nous souhaitons. Des prestations d'artistes, musiciens et humoristes et un défilé de mode sont au programme de la soirée de collecte de fonds du samedi 11 mai. La plus grande quête est d'arriver à déclencher une chaîne de solidarité agissante au profit des malades mentaux. Il s'agit également de permettre à l'association Solé de mieux se faire connaître et ainsi bénéficier des soutiens tant au plan national qu'au plan international. En ces temps de dépôt des dossiers de candidature au concours de la fonction publique à Ouagadougou, la section légalisation du commissariat central de police de la ville connaît une affluence particulière, une situation que les premiers responsables du commissariat central gèrent au mieux de leurs capacités. Mais que faire face à des contraintes objectives, notamment la ressource humaine compétente limitée, un matériel inadéquat et les risques d'avaliser des faux documents? Un cri de cœur lancé ce 8 mai face à la presse. Explication, Claudine Bikaba. Le commissariat central de Ouagadougou est pris d'assaut depuis plus d'une semaine par les demandeurs d'emploi de la fonction publique. En effet, de la date du 25 avril au 1er mai, ce sont 11 613 documents qui ont été légalisés, soit 2 323 000 francs de fiscalité engrangés. Et du 2 au 7 mai, les chiffres ont presque doublé. 20 449 documents légalisés à cette date, en contrepartie de 4 089 000 francs de thème fiscal. Et cet accroissement en demande de ce service n'est pas sans difficulté pour le commissariat central. Nous avons augmenté le nombre des signataires. Vous savez qu'il ne suffit pas d'être policier pour être habilité à signer ces documents. Il faut en avoir les prérogatives. Ils étaient 4 signataires avant le concours. Aujourd'hui, ils sont 7, y compris ma personne et mon âge. Quand un individu se présente avec plus de 60 documents à légaliser, vous comprendrez que pour les dizaines qui attendent, ça fait un problème, rien que pour lui seul. Donc nous avons été obligés de dire, pas plus de 20 documents par personne. Des dispositions ont été prises par les responsables de cette structure, priorisant les personnes âgées et les femmes. En dépit de cela, le problème reste entier et la police se retrouve dans une situation d'incapacité pour des raisons de manque d'infrastructures, de ressources humaines qualifiées et de matériel adéquat pour mener à bien leur service. Une situation que des personnes mal intentionnées saisissent pour faire glisser des documents frauduleux. Des faux documents, certainement, il y en aura. D'abord pour plusieurs raisons, parce qu'avec une telle affluence, l'attention est moins soutenue. Et même avec les développements des NTIC, les gens vous scannent des documents. C'est-à-dire, à vue d'œil, c'est un document vraiment. C'est-à-dire qu'il n'a rien à envier aux documents réguliers. C'est vrai, les éléments qui sont commis à cette tâche ont reçu de petites formations pour leur permettre de détecter des faux, mais nécessairement des faux pourront passer. Face à l'ampleur de la tâche et aux moyens limités, les autorités sont interpellées et les candidats sont appelés à faire preuve de précaution pour éviter d'éventuels désagréments. Le maire de Yargatenga a été officiellement installé ce 4 mai. Jean-Yves Pirkassou souhaite travailler à l'émergence d'un développement local dans cette commune rurale du Koulpéogo. Claudine Bikaba. Solidarité, cohésion, adhésion et engagement pour le développement de notre commune. C'est ce que prône le nouveau maire de Yargatenga, officiellement installé le 4 mai dernier. C'est Pirkassou Geswende Jean-Yves, issu de l'Union pour le progrès et le changement IPC, qui siège désormais à la tête du conseil municipal de Yargatenga pour les 5 années à venir. Avec 37 conseillers, dont 19 de l'UPC et 18 du Congrès pour la démocratie et le progrès, le maire promet l'innovation et le changement dans tous les domaines. Tout est chantier chez nous parce que quand on a fait le tour de notre commune, tout est devenu prioritaire, que ce soit l'éducation, la santé, l'eau, tout est prioritaire. Donc nous sommes tenus de nous battre sur tous les chantiers. Conscient de l'insuffisance des infrastructures sanitaires et éducatives dans la commune, le maire invite l'ensemble des ressortissants à soutenir le conseil municipal pour gagner le pari du développement. Au secours des réfugiés maliens installés à Sagnogo dans la commune rurale de Pabré, la Fondation islamique internationale de charité leur apporte des vivres d'une valeur de plus de 10 millions de francs CFA. Un don bien accueilli par les bénéficiaires. Nyarkiteda. Désormais, sa marmite sera remplie de riz grâce à la Fondation islamique internationale de charité. Cette ONG, dont son siège est au Koweït, a fait don de 15 tonnes de riz, des centaines de bidons d'huile et 1,5 tonne de sucre aux réfugiés maliens du site
de Sac-Ninogo. C'est à quelques encablures de Pabré dans la province du Kadiogo. La Fondation islamique internationale de charité s'est implantée ici au Burkina Faso depuis 1997. Son objectif principal, c'est le soutien aux populations défavorisées. Donc la Fondation islamique a deux sortes de services. Un service appelé service urgence et un service continu. Le service urgent dont il parlait, dont il faisait référence, c'est ce qu'on a fait ce matin. En fait, on a nos frères réfugiés qui sont ici sur le site de Sac-Ninogo. Donc la Fondation islamique est venue faire les gestes qu'il pouvait faire pour les frères du Mali. Ce geste intervient à quelques jours seulement du début du jeûne et sonne comme un cadeau béni, diront les bénéficiaires représentant la rencontre de remise par leurs délégués. C'est une don qui est très bienvenue. C'est venu à la place, à le moment où il faut venir. Parce que les populations se attendaient à ça depuis longtemps. Donc c'est venu aujourd'hui dans une place où vraiment on a besoin de ça. C'est un geste de solidarité. Et en tant que ministère chargé de la solidarité au niveau de notre pays, nous ne pouvons que l'apprécier positivement et souhaiter que des personnes de bonne volonté puissent prendre exemple sur ce geste. 10 millions de francs CFA ont servi à la mobilisation de ces vivres qui seront distribués aux 3000 réfugiés qui vivent sur le site de Sac-Ninogo. Sensibiliser la jeunesse sur l'importance et la valorisation du patrimoine culturel burkinabé au-delà du cercle familial, le concept est voulu par l'association Family Club qui entend promouvoir ainsi la culture auprès des plus jeunes. Plus de détails avec Nathalie Sawadogo. Les membres de l'association Family Club veulent s'impliquer dans la valorisation et la sauvegarde du patrimoine culturel burkinabé. Pour y parvenir, ils ont initié un projet dénommé Faso Culture. Avec Faso Culture, ils ont organisé une conférence pour sensibiliser la jeunesse sur l'importance et la valorisation du patrimoine. Notre objectif à travers ce projet, c'est de permettre aux gens de revivre en quelque sorte la culture, que ce soit par la visite des masques, des statues et également par des mets et des objets qui seront exposés. Parce que nous voyons que les gens ont tendance plus à se donner aux djinns et autres, et pourtant on a de quoi ici à valoriser notre propre culture. Et également, il y a certains paramètres même que la jeunesse ne connaît pas de la culture et qu'elles ont tendance à refouler. Et pourtant, ces derniers ont un impact souvent dans leur avancée. La directrice du musée national, Tani Alimata Saorgo, a bien accueilli le projet de l'association. Nous sommes très enchantés de les accueillir parce que le plus grand défi que nous avons ici au musée national, c'est vraiment de faire connaître ce musée-là par la population burkinabé. Et nous pensons que si la jeunesse est impliquée, nous avons déjà gagné une grande partie parce qu'ils seront nos ambassadeurs auprès de la population tout entière. Et si vous regardez le contenu de toutes les activités que cette association de jeunes propose, c'est vraiment impressionnant. Et nous pensons que nous allons les accompagner et en faire une activité phare du musée. En marge de cette conférence se tient une exposition des objets d'art et des mets locaux au siège du musée national. Une sortie sur Bazoulé est prévue pour couronner les activités. Je vous le disais en titre, au lieu d'utiliser des cagoules et des armes, les bandits ont utilisé des ordinateurs et Internet. Et ils auraient piraté les systèmes informatiques de plusieurs banques en Inde et aux États-Unis. Ils ont ensuite brisé les plafonds de retrait de plusieurs cartes bancaires prépayées, Mastercard émises par la Bank of Muscat, basée à Oman, et Bank of Ras Al Khumein, basée à Abu Dhabi, montant de leur butin plus de 45 millions de dollars. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.